Bonjour et bienvenue dans l'épisode 151 d'Avez-vous choisi, le podcast pour entreprendre sa vie à sa façon. Je suis Oriane Savouré-Lucas, coach professionnel certifié et la créatrice du podcast Avez-vous choisi et de la newsletter La Graine de la Semaine. Rejoignez la communauté Avez-vous choisi en vous inscrivant gratuitement sur orianesavourelucas.com et vous recevrez une dose hebdomadaire d'inspiration écrite ou audio pour vous composer une vie sur mesure, plus légère et plus profonde à la fois. Ma passion et mon métier, c'est d'accompagner les personnes entreprenantes à retrouver leur enthousiasme et leur énergie créative pour davantage d'épanouissement et d'impact positif et durable au quotidien. Si vous découvrez le podcast, bienvenue à vous. Avez-vous choisi le podcast explore depuis octobre 2018 le vaste et intrigant territoire du choix sous 3 formats. Le billet, où je partage des questionnements, réflexions et ressources pour choisir sa vie. La conversation avec une personne et son précieux supplément d'âme pour se laisser inspirer par des trajectoires de vie singulières. Et l'éclairage, où j'échange avec des auditeurs bloqués sur le rond-point du choix pour activer leur fonction anti-brouillard. Et aujourd'hui, place à la conversation d'Avez-vous choisi ? Comment devient-on champion ? Quelle est la part de choix, la part de chance, la part de malchance sur le chemin d'un champion ? Quelles sont les coulisses de la vie des athlètes et des grands sportifs et comment se dessinent leur carrière et leur vie après les podiums ? Voilà des questions que je me pose quand je pense aux grands sportifs qui s'engagent totalement, corps et âme, au prix de grands sacrifices dans leur pratique sportive. Et ce sont des sujets que j'ai eu envie d'aborder au cours de ma conversation avec François Pervis, qui est, attention, 2 fois médaillé olympique et paralympique, 7 fois champion du monde et 2 fois recordman du monde en cyclisme sur piste. Alors moi, le cyclisme sur piste, j'avoue, j'y connais pas grand-chose, mais c'est un sport qui m'impressionne beaucoup. Je suis impressionnée tant par cette piste de bois aux courbes totalement vertigineuses que par l'exploit sportif réalisé à une vitesse folle et la préparation physique que ces performances nécessitent. François et moi, nous nous sommes rencontrés sur le plateau de l'émission Vous êtes formidable de France 3 Pays de la Loire, où j'intervenais et où François venait parler de sa préparation pour sa tentative de record du monde en vélo couché caréné dans le désert du Nevada aux États-Unis, prévu pour septembre 2022. Quand je l'ai contacté pour enregistrer cette conversation, le projet de record du monde ne s'était pas du tout passé comme prévu. Au mois de septembre 2022, une fois sur place et lancé sur la piste, alors qu'il tente de battre le record du monde de vitesse aux manettes de ce vélo couché caréné conçu par une équipe technique pointue de l'université d'Annecy, le vélo caréné, lancé à 130 km/h, se prend un caillou, pneus éclatés, sortie de route. L'accident est spectaculaire et François s'en sort avec une cervicale fracturée. Le pire a été évité. Mais cet épisode ne l'a pas refroidi. François est touché que le vélo qui a demandé tant de travail à toute une équipe soit abîmé. Lui qui adore l'adrénaline, les défis et qui aime aller jusqu'au bout de ses engagements, ne veut pas rester sur cet échec au goût amer et d'inachevé et veut se représenter sur la piste l'année suivante. Alors, en septembre 2023, le septuple champion du monde sur piste retournera dans le Nevada pour tenter à nouveau de faire tomber le record actuel qui est de 144 km/h. Le parcours victorieux de François et son engagement sportif sont impressionnants. Et cette histoire de tentative folle de nouveaux records du monde et de cailloux qui fait dérailler les plans m'a particulièrement touchée et symbolise beaucoup nos parcours de vie. Il y a les plans qu'on fait et la préparation dans laquelle on s'engage. Et puis, il y a la vraie vie avec ses belles surprises et ses sorties de route qui nous emmènent là où on ne l'attendait pas. Je suis toujours très curieuse des coulisses, des victoires et des tentatives qui ne se passent pas comme prévu. Qu'est-ce qui les rend possibles ? Quel chemin a été nécessaire pour y arriver ? Dans quelle mesure la ligne a été droite ou sinueuse pour arriver là où on se trouve ? Et comment ça se façonne et ça fonctionne concrètement un champion ?
Au cours de cette conversation, François et moi parlons, entre autres, de ce qui a amené François sur un vélo, sur les pistes de cyclisme et en haut des podiums, des courses sur pavés, d'âme de guerrier, de lignes droites, de virages, de zigzags, de sprints, d'aspirations sur la piste et dans la vie. De potentiel, de points forts, d'émulation, de reconnaissance et d'opportunités à saisir. De rigueur aussi, de sacrifices beaucoup, de choix cornéliens et de choix décisifs. Du choix de s'engager et du choix de tourner la page. De coups durs et de projets enthousiasmants, d'éthique, de défis techniques et sportifs fous, d'aventures humaines, de l'envie d'aller au bout du rêve et de cerises sur le gâteau, ou encore de ces cailloux qui dévient notre trajectoire et qui nous font quitter la route, et du choix de se remettre en piste et d'aller vers de nouveaux horizons. Bonne écoute! François, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Avez-vous choisi. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation dans le podcast. Je suis vraiment enchantée qu'on puisse parler du choix à travers ton parcours et puis toutes tes aventures d'athlète qui vont être, je le sens, absolument passionnantes. Donc juste quand même, je rappelle ton palmarès. Tu es 2 fois médaillé olympique et paralympique, tu es 7 fois champion du monde et tu es 2 fois recordman du monde en vélo, je ne sais plus comment on dit, vélo sur piste. Oui, c'est ça, en cyclisme sur piste, dans la discipline du sprint. Ça, c'est le palmarès, c'est l'arrivée, je dirais. Aujourd'hui, tu as pris ta retraite de ta grande carrière d'athlète, malgré ton jeune âge. Mais ce palmarès, finalement, c'est, on va dire, la partie émergée de l'iceberg. Et on sait très bien qu'une carrière, c'est avant tout un parcours, un chemin. Et je suis curieuse de savoir, c'est quoi le choix qui est au départ de ce grand parcours d'athlète? Alors, au tout début, quand j'étais très jeune, déjà, j'ai pratiqué un peu le foot, un peu comme tout le monde. J'avais les petits carrés, donc ça n'a pas fonctionné. Ensuite, mes parents m'ont mis… donc, le foot, j'en ai fait de 6 ans à 10 ans. Ensuite, j'ai fait du tennis. Le tennis, j'étais apparemment pas trop mal pour mon âge, donc j'en ai fait pendant 2 ans. Et je me suis cassé le poignet 2 fois en seulement une année. Donc je suis devenu beaucoup trop faible au niveau du poignet. Et puis, au lieu de reprendre par le tennis, j'ai fait du vélo. Et depuis l'âge de mes 12 ans, je fais du vélo. Donc, j'ai essayé toutes les disciplines du vélo à part le BMX. Donc, j'ai fait du VTT, des courses sur route, du cyclocross, l'hiver dans les sous-bois, de la piste. Et puis, à un moment donné, il a fallu que je fasse un choix. Aux alentours de ma 16e année, j'avais 16-17 ans. Et à cet âge-là, je faisais encore toutes ces disciplines-là. Mais il fallait que je me spécialise pour devenir performant. Parce que le problème, c'est que je gagnais dans toutes mes disciplines. Donc, c'était un choix très compliqué à faire. Et puis, j'ai décidé d'intégrer la piste, l'équipe de France de cyclisme sur piste. Parce que visiblement, sans entraînement, parce que chez moi, il n'y avait pas encore de piste à l'époque, sans entraînement, j'ai été vice-champion de France, champion d'Europe et vice-champion du monde en junior première année. Donc, je tombais contre des juniors deuxième année qui, eux, étaient déjà en équipe nationale à s'entraîner 2 fois par jour, 6 jours sur 7. Moi, je m'entraînais 2 fois par semaine à l'époque. Donc, c'est là que je me suis dit, visiblement, sur mes qualités naturelles, sans trop d'entraînement, même sans quasiment pas du tout d'entraînement, j'ai quand même un avantage côté piste. Donc, je me suis dit, allez, je choisis la piste. Et puis, c'est comme ça que j'ai choisi la piste à l'âge de 17 ans. Et à 17 ans, je suis rentré en équipe de France, au Pôle France, à l'INSEP, dans le Bois de Vincennes. Et puis voilà, j'ai fait mes 20 ans de carrière jusqu'à aujourd'hui. Génial. Donc, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que tu as cette pratique sportive déjà intense et multiple dans sa diversité de pratiques. Et puis, tu sens qu'il y a quand même une marge de progression qui est importante par rapport au temps que tu passes et aux résultats que tu obtiens sur le cyclisme sur piste. Et tu te dis, bon, allez, je choisis cette option-là parce que tu as déjà le désir d'être dans une carrière de sportif de haut niveau? Pas forcément, mais en fait, quand on est en cadet junior, nous, dans le cyclisme, c'est une année charnière. Parce qu'en junior, c'est là où tu te rends compte si tu vas être fort ou pas, en général. Parce que c'est là où tu commences à intéresser les meilleures équipes amateurs. Si tu vas dans ces équipes amateurs-là, tu as de grandes chances, si tu performes, de passer professionnel. Donc moi, à l'époque, comme tout gamin, je rêvais d'être professionnel sur route.
Visiblement, la route, je gagnais, mais j'étais pas non plus au-dessus du lot, alors que sur la piste, je l'étais, alors que je m'entraînais pas du tout. Donc, je voyais pas forcément plus loin que le bout de mon nez à cette époque-là. Je voulais simplement soit passer dans une équipe amateur qui va me diriger vers les pros sur route, ou soit, oui, on m'avait donné l'opportunité de rentrer en équipe de France piste. Mais quand j'ai choisi la piste, ouais, je me suis dit oui, pour être champion du monde junior, parce que j'étais junior 1 à l'époque. Donc oui, j'aimerais être champion du monde junior. J'avais pas encore la prétention d'être champion du monde chez les élites, mais c'est vite arrivé. Parce que quand tu intègres l'équipe de France, moi je m'entraînais dans le même groupe d'entraînement que Florian Rousseau, qui est multiple champion olympique, multiple champion du monde, Arnaud Tournant, pareil. Donc j'avais un gars de chaque côté de moi sur le banc d'entraînement. Et je m'entraînais, je faisais des sprints avec eux. Donc là, bah, rapidement, tes prétentions sont à la hausse. Et Hmm. rapidement, oui, je voulais être champion du monde junior parce que c'était mon année de junior. Je rentrais dans mon année de junior 2 quand je suis intégré l'équipe de France. Mais rapidement, oui, j'ai eu des prétentions pour être champion du monde chez les élites. Donc, à l'époque, quand tu as 17 ans, ton rêve autour du cyclisme, c'est plutôt quoi? Le Tour de France, peut-être, que tu as en tête? Oui, voilà, c'est ça. Je voulais être pro sur route. C'était pas forcément le Tour de France. Je suis vraiment tombé amoureuse des Flandriennes. Donc, les Flandriennes, c'est toutes les courses en Belgique avec des pavés. Ah oui, les fameuses. Voilà, c'est comme on appelle ça, les coureurs qui affectionnent ces courses-là, c'est des flahutes. Donc, c'est des guerriers, en fait, sur le vélo. C'est des mecs qui aiment le froid, qui courent sous la neige, qui courent sur des pavés mouillés, détrempés, dans la boue. Donc, voilà, c'était un peu une âme de guerrier. Moi, c'est vraiment ça qui m'attirait vraiment. Alors, oui, le Tour de France aussi, parce que bon, j'avais quand même des facilités dans le sprint. Je gagnais mes courses sur route en arrivant au sprint, où je partais vraiment dans les tout derniers kilomètres. Je partais jamais en échappée. Et j'ai jamais gagné une course où c'était avec de la montagne, par exemple. Donc, ce que Je- j'entends, c'est que tu identifies rapidement quand même ta force et là où tu excelles, notamment cette phase de sprint. Et là où il y avait un imaginaire plutôt autour de comment je peux me faire une place sur le vélo et le cyclisme de route, bah finalement, à la fois ton potentiel, les possibilités et ce qui s'offre à toi, ça t'emmène plutôt vers le cyclisme de piste. Et là, tu te retrouves dans une espèce d'aspiration, d'émulation avec autour de toi des personnes qui excellent et qui t'aspire vers le haut, quoi, qui littéralement t'aspire sur la piste et t'aspire dans ta carrière. Exactement, c'est tout à fait ça. J'avais à cœur de devenir pro sur route. Et puis finalement, les opportunités et puis la nature, ma nature à moi, mon profil a fait que j'étais forcément, visiblement, pardon, plus facile sur les sprints sur piste que sur route. Donc, j'ai eu une opportunité que j'ai su saisir et Hmm. on connaît la suite. Ouais. Je regrette rien aujourd'hui. Alors, tu as cette expression que j'ai su saisir. Je trouve intéressant quand on parle justement d'une carrière comme ça, de se dire, est-ce qu'il y a eu des moments clés, des choix qui ont été déterminants pour toi et qui, rétrospectivement, ont été déterminants dans la tournure qu'a pris ta carrière? Bah, oui, ce choix était très difficile à prendre parce que j'étais aux portes de rentrer dans une équipe amateur qui allait peut-être m'ouvrir les portes du circuit pro sur route. Et puis en fait, pour être vraiment honnête avec vous, c'est quand ce choix-là s'est fait en 2001. En mai 2001, en fait, tout le début de mon année 2001, je suis malade. J'ai plus du tout de fer dans le sang. Donc je suis vraiment, on appelle anémié. Je suis anémié de Hmm. fer, c'est-à-dire j'ai plus du tout de fer dans le sang. Je mets pas un pied devant l'autre. Donc je coupe 3 mois. Donc mon début de saison est totalement inexistant. Je coupe 3 mois, je m'arrête totalement 3 mois. Je fais une cure de fer. J'essaye de relever mon niveau de fer à un niveau normal. Et je reprends par les championnats de France piste. Parce que dans ma région, Pays de la Loire, j'étais le plus fort à cette époque-là, même sans entraînement. Donc les sélectionneurs m'ont fait confiance et ils m'ont mis au championnat de France piste. Et c'est là où je me suis fait détecter par le sélectionneur de l'équipe de France. C'est là où lui il me dit, François, si tu veux à la rentrée, tu rentres au Pôle France, en équipe de France. Et puis je vais te sélectionner pour aller faire le championnat d'Europe et pour aller faire les championnats du monde cet été. Là, on est en mai 2001. Donc en fait, il me propose de rentrer en équipe de France en septembre et de faire que de la piste.
Et moi, je suis là, ouais, je sais pas, parce que moi, j'ai envie d'être pro sur route. Si je fais que de la piste, je fais que ça, quoi. Je vais prendre 10 kilos de muscle parce que je vais commencer la musculation tous les jours. C'est comme si on demandait à Usain Bolt de faire un marathon. Mais C'est 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 un absolu- changement de paradigme, en fait, pour toi. voilà, c'est absolument pas possible. Donc le choix a été cornélien quand même, parce que mon but ultime, c'était de passer pro sur route. Et puis en fait, le choix et la chose qui était déterminante pour moi, c'est qu'à l'époque, malheureusement pour le cyclisme, on avait eu l'affaire Festina, l'affaire Mm. Festina 98. Le Tour de France est éclaboussé par la première grosse affaire de dopage organisé dans les équipes et tout ça. Et en fait, c'est là où tout le grand public s'est rendu compte que pour être performant à l'époque sur route, il fallait absolument impérativement passer par là. Mm. Et moi, c'est la chose, je ne pouvais pas absolument pas tolérer et accepter. D'une part, parce que c'est de la triche. D'autre part, parce que tu ne cours pas sur tes propres valeurs. Donc finalement, bah, c'est biaisé en fait. Si tu gagnes, c'est pas que grâce à toi. Donc ça, je trouve ça totalement déplorable. Et puis aussi, je voulais pas faire d'enfants handicapés ou mal formés, malformation, parce que ça s'est trop vu Mm. dans les enfants des cyclistes et puis dans ceux qui se dopaient en général. Puis j'allais pas gâcher tout le reste de ma vie pour potentiellement quelque chose qui allait durer que 10 ans si ça marchait bien. Et peut-être 3-4 ans si ça marchait pas. Alors que sur piste, on n'avait jamais entendu d'histoire de dopage. C'est comme l'équipe de France. On est suivi par des gens qui ont des bonnes intentions. Parce que le cyclisme sur route à l'époque, c'est des millions de sponsors privés. Donc les coureurs, ils ont la pression de re-signer un contrat d'année en année. S'il ne marche pas, ils ne sont pas re-signés, ils peuvent ne pas retrouver d'équipe, et là, leur carrière, elle est terminée. Alors que toi, quand tu rentres en équipe de France, tu n'as pas cette pression du sponsor ou tu n'as pas cette pression de l'employeur parce que tu n'as pas d'employeur. J'ai des petits sponsors, mais c'est à droite à gauche. Quand j'étais champion du monde, je gagnais 2000 euros. Champion du monde, 2000 euros. Je ne vais pas craindre pour ma santé à prendre des cochonneries. Et puis, si je ne suis pas champion du monde, bah, c'est pas très grave. Je ne perds pas grand-chose. Je perds juste une occasion d'avoir manqué un championnat du monde. Si je suis sérieux, je vais revenir l'année d'après. Et ça, en équipe de France, voilà, c'est tout un état d'esprit qui est différent. Et donc, c'est cet état d'esprit-là qui m'a fait prendre ce choix d'aller vers la piste. Donc, c'est vraiment le choix d'un état d'esprit qui clarifie finalement voilà, une pratique sportive qui, au départ, était plutôt dans l'ombre par rapport à tes différents projets. Et qu'est-ce que ça a de particulier, le cyclisme sur piste? Parce que on voit bien, on a tous en tête, je pense, des images où on voit ce vélo qui tourne à une vitesse affolante et qui fait des tours et des tours avec cette pente qui, moi, m'affole absolument. Donc, concrètement, quand toi, tu vis ça, ça représente quoi? Et ça exige quoi en termes de choix, justement, dans ta pratique et dans ton entraînement? Bah, je suis passé de quelques entraînements par semaine, un ou deux, à 12 entraînements par semaine. C'est-à-dire tous les jours, sauf le dimanche, 2 fois par jour, tous les matins, tous les après-midi, alterné avec un petit peu de route, beaucoup de musculation et beaucoup de pistes où je fais mes sprints. Donc en fait, sur les grosses périodes d'entraînement, les gros cycles d'entraînement, je faisais quasiment 30 à 35 heures d'entraînement par semaine. Donc c'est vraiment un métier à plein temps. Et puis plutôt 30, allez, je ne vais pas exagérer, plutôt 30, ce qui est déjà pas mal. Bah, en fait, c'est beaucoup de rigueur, beaucoup de sacrifices, parce que un champion du monde, il n'y en a qu'un. Dans mon sport, on gagne, mon père, pour 1 millième de seconde. C'est Ça fou. se joue, ça se joue à rien. C'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps en soufflerie pour améliorer le matériel, pour améliorer la position, pour améliorer le choix du textile, pour améliorer la forme du casque, la forme du vélo, la forme du guidon, les choix de pneumatiques. On fait plein de tests toute l'année, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc moi, j'ai fait ça pendant 20 ans. Et en fait, sur 24 heures, je dors 8 heures. Donc, et je m'entraîne allez, 5 heures. Donc, il me reste 11 heures où on appelle ça des heures non entraînées. Et ces heures non entraînées sont aussi importantes et cruciales que les heures d'entraînement. C'est-à-dire que mes heures non entraînées, bah, c'est optimisation de la récupération. Parce que quand on s'entraîne 2 fois par jour, à raison de 2 heures et demie à chaque entraînement, et qu'on se met minable, parce que c'est du sprint que je fais pas de l'endurance. Donc je fais pas de l'endurance, vous savez,
une sortie d'endurance, c'est fait toujours à faible intensité, ça dure longtemps, ok. Un cycliste sur route, il peut faire 6-7 heures de vélo, mais à faible intensité. Alors attention, je dénigre absolument pas la fatigue que ça apporte à un entraînement comme ça. Mm. Mais nous, le sprint, c'est du sprint. Donc, pour progresser, tous les sprints doivent être faits à 200%, physiquement et mentalement. Et quand tu es très fatigué, et que par-dessus ça, tu rajoutes des grosses charges d'entraînement ou en musculation pour développer la force et la puissance, on soulève des charges très très lourdes avec lesquelles on a peur de se blesser, vraiment, Mm. c'est quand on fait un squat complet, c'est-à-dire les talons aux fesses avec une barre de plus de 200 kg sur les épaules. On a vraiment la crainte de se blesser. D'ailleurs, on se blesse le genou, les vertèbres, on se fait souvent mal. Donc, toujours mentalement, il faut être toujours présent, focus, bien réveillé, et on progresse en atteignant et en dépassant ses limites. Donc, à l'entraînement, on va se fatiguer énormément pour atteindre ses limites, et une fois qu'on n'en peut plus, eh ben, on en remet encore un petit peu pour repousser ses limites, aussi bien physiquement que mentalement, et c'est là où tu progresses. Après, il y a des phases de récupération. Et après, hop, c'est reparti pour un cycle. Donc, en gros, on s'entraîne 4 semaines à bloc et on récupère une semaine où on fait absolument rien. On Mm. surcompense pour repartir pour un cycle de 4 semaines. Donc, en fait, tout ça, ça génère beaucoup, comme j'ai dit, des sacrifices parce que tu as le copain le soir qui vient et qui te dit vas-y, viens avec nous, on a une petite soirée où on va au cinéma, où on va au resto. Non, moi je peux pas, moi je dors déjà debout, là j'en peux plus, je suis rincé, j'ai des courbatures Mm. partout, je suis mort. Et puis si je suis pas allongé entre deux entraînements sur mon canapé, à récupérer, à boire de l'eau, euh, je vais pas récupérer assez vite pour mon entraînement du lendemain. Et le dimanche, c'est pareil, c'est ma seule journée de repos dans la semaine. Si je la passe pas allongée devant la télé ou allongée dans mon canapé à faire ma petite sieste et puis à ne pas être sur mes jambes, je n'optimise pas ma récupération. Donc, en fait, on devient quasiment un moine, en fait. Mm. Si tu veux réussir, c'est par là qu'il faut passer. Donc, on devient un moine et on a une vie sociale totalement, quasiment inexistante. Et ça, moi, c'était pas pour me déplaire parce que c'est des choix que j'ai faits. Des fois, c'est sûr que c'est dur parce que quand tu vois des copains finalement qui commencent à s'inviter entre eux devant toi et que toi, ils t'invitent même pas, ça commence à vraiment faire mal au cœur. Mais Mm. toi, voilà, tu repenses à tes objectifs, tu repenses à pourquoi ils finissent par ne même plus t'inviter parce qu'ils savent que tu vas dire non. Mm. Il faut pas simplement pas mal le prendre. Oui, donc j'entends que c'est 20 ans, ta carrière, c'est 20 ans d'engagement total avec des choix forts qui ont été des choix réitérés à chaque saison, à chaque journée d'entraînement. Finalement, c'était de faire des choix en conscience, de prioriser l'entraînement, de se projeter par rapport à l'objectif, par rapport à la progression de l'entraînement et avec en voie de conséquence des choix aussi par rapport à la vie sociale qui ont fait que voilà, il y avait des choses qui étaient possibles, d'autres pas possibles. Et ce que je trouve aussi intéressant dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ça passait aussi par des choix, y compris dans l'environnement, jusqu'au matériel. D'où on voit combien toute cette carrière-là de sportif de haut niveau, c'est une série de choix petits et grands, hyper conscients, où tout a du sens et tout a un impact. Et je trouve que c'est à la fois, ça rend visible l'ampleur et de l'engagement total que représente une carrière de grand sportif. Et puis, j'imagine qu'aussi, à un moment donné, c'est ce qui essouffle. C'est-à-dire que ce que tu disais, effectivement, quand on est à un point où tu vois tes copains qui ont tellement intégré que tu n'allais pas pouvoir être avec eux, qui t'invitent pas alors que tu es juste là, là, j'imagine que c'est des moments où tu commences à te dire aussi, bon, j'ai atteint tout ça, je suis peut-être aussi prêt à tourner la page. À quel moment tu décides de tourner la page justement de ta carrière sportive? Ben, ça s'est fait par la force des choses. Parce qu'en fait, c'était en 2017. En 2017, j'ai eu un nouvel entraîneur qui sortait de l'école et il a voulu imposer sa loi à l'entraînement. Moi, ça faisait déjà 17-18 ans que j'étais là, 17 ans que j'étais là. Et en fait, en 2017, je venais de gagner 7 titres de champion du monde en seulement 4 ans.
Les 4 années avant, 7 titres de champion du monde, une médaille olympique, 2 records du monde, et puis Ouais. toutes les courses annexes. Et en fait, j'étais enfin réglé comme du papier à musique. Parce qu'avant de gagner tout ça, pendant 6 ans de suite, j'ai toujours fait deuxième ou troisième au championnat du monde, sans jamais gagner. 6 ans de suite. Donc on commençait à m'appeler le poulie d'or de la piste. Et j'avais 28 ans. Et moi, dans mon métier, dans mon sport, mes aînés, champions du monde, champions olympiques, ils ont tous arrêté à 30 ans. Parce qu'ils n'en pouvaient plus. Physiquement ou mentalement, ils étaient au bout du rouleau. Donc moi, en 2017, ça marchait super bien. J'étais encore champion du monde en titre en 2017. Et puis l'entraîneur arrive avec ses grands sabots et puis il me dit, bon bah moi ça faisait déjà depuis 2013 que je m'entraînais par mes propres moyens, par mes propres plans d'entraînement à moi. Je gênais personne. C'est moi qui m'adaptais au groupe de l'équipe de France et pas l'inverse. C'était à moi de m'adapter au groupe. Et puis aussi dans un groupe, on a tous des profils différents. On a tous besoin d'entraînements différents parce que déjà, on ne vise pas les mêmes objectifs. On est sprinter, mais il y a des sprinters courts, il y a des sprinters longs. Donc forcément, on a des entraînements, on doit avoir des entraînements en conséquence. L'entraîneur doit savoir s'adapter à tout ça, au profil de chacun et aux objectifs de chacun. Et en fait, cet entraîneur-là, il est arrivé et puis il m'a dit, soit je t'entraîne, soit tu dégages. Et je dis, mais tu peux pas me dire ça, c'est pas possible, avec ce que je viens de faire, je suis comme de papier à musique, ce serait une faute professionnelle de m'imposer ton entraînement. Et puis il m'a dit, écoute, si t'es pas content, tu dégages. Donc moi, je voulais pas partir d'équipe de France, je voulais continuer quand même ma carrière, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en dehors du pôle France, tu peux pas t'entraîner tout seul. C'est pas possible. Tu as besoin Mm. du groupe, tu as besoin du matériel, t'as besoin des kinés, tu as besoin des partenaires de la fédération qui te met le matériel, les kinés, les mécanos, et puis la balnéothérapie, la salle de muscu à dispo tous Oui, les jours. c'est un Voilà, écosystème qui est aidant et qui est nécessaire à une telle intensité d'entraînement. voilà. Donc, bon, bah, je l'ai laissé m'entraîner. Donc ça, c'était en septembre 2017. Et puis, toute l'année 2018, je régresse. L'entraînement, ça se passe super mal. Les collègues aussi, ils vont pas bien du tout. Tous les athlètes, sans exception, se plaignent de cet entraîneur-là. Tous les athlètes envoient des noms d'oiseaux à cet entraîneur-là dans les vestiaires, parce que le vestiaire, c'est le défouloir. Donc, moi, c'était moi le plus vieux de l'équipe de France, mais de loin. Et je me suis dit, là, le groupe va très très mal. S'il y a quelqu'un qui doit prendre la parole, c'est moi. En gros, un peu comme le grand frère. Donc, et j'étais voir le DTN. Le DTN m'a dit que j'étais complotiste. Donc ça, c'était très grave de m'insulter de complotiste, alors que moi, je me battais pour l'épanouissement des coureurs. Parce qu'un sportif de niveau, s'il n'est pas épanoui, il ne peut pas performer à 200%. Donc, il n'a pas voulu m'entendre. Donc, j'ai été voir le président. Le président, pareil. Ils ont fait tous les deux la politique de l'autruche, parce que c'est eux deux qui ont nommé cet entraîneur-là. On était proche des Jeux Olympiques, ils n'ont pas voulu virer l'entraîneur à 2 ans des Jeux, donc ils ont préféré me virer moi. Donc ils m'ont mis des minima impossibles à réaliser parce que j'ai eu interdiction de les préparer. Et ces minima-là, c'était des chronos que je faisais au championnat du monde, après 3 mois de préparation. Et en plus de ça, la piste, ils m'ont demandé de faire des minima un 4 janvier. Et la piste, elle ouvrait la veille parce qu'elle était fermée pendant les vacances, pendant 15 jours, vacances de Noël, jour de l'an. Donc, c'était absolument impossible à réaliser. Ils m'ont demandé de faire les minima. Ils m'ont dit, écoute, donc les minima, impossible à réaliser, donc je ne les ai pas faits, hein, évidemment. Donc, ils m'ont dit, écoute, François, bon, bah, on ne te sélectionne pas pour le championnat du monde parce que tu n'as pas réalisé les minima. Et j'étais le seul à avoir des minima, hein, alors que j'étais champion du monde, dernier champion du monde français en titre. Donc, quand même aberrant. Ils m'ont dit, écoute, bah, on ne sélectionne pas au championnat du monde. Donc, c'était la première fois depuis 2001. On est début 2019, là, quand même. Donc, bon, après, ma place au championnat du monde, hein, attention, elle n'est pas obligatoire. Je dois la gagner. Mais je Bien dois la sûr. gagner sportivement. Mm. Sportivement. Et là, c'était absolument pas le cas. Et donc, ils ne me sélectionnent pas au championnat du monde. Et ils me disent, bah, puisque tu n'es pas content et que tu te plains de la façon dont l'équipe de France est gérée, le pôle, bah, on te vire du pôle. Tu te débrouilles par tes propres moyens. Puisqu'apparemment, tu sais mieux t'entraîner que tout le monde. Alors j'ai dit oui, non, je sais juste mieux m'entraîner que la personne qui vient m'entraîner depuis un an. Et visiblement, j'étais au fond du trou, je ne marchais pas du tout, hein. Je faisais des temps catastrophiques. J'ai refusé des sélections d'équipe de France parce que j'allais pénaliser l'équipe de France. J'ai dit, mettez quelqu'un à ma place, parce que là, je vais y aller, vous me sélectionnez, mais si j'y vais,
et je vais pas gagner les points nécessaires pour les quotas pour les championnats du monde. Donc Ouais, tu ils te ont mis sentais mis en échec en fait par tout ce système, voilà. alors que ça avait cartonné jusque-là avec tout le travail que tu avais Ben fourni. voilà. Donc la fédération ne m'a pas absolument pas soutenu, alors que c'était son rôle quand même. C'est dans le texte du ministère, le texte de loi du ministère, c'est les fédérations doivent soutenir les athlètes. C'était pas le cas. Ça a été, on m'a poussé à la porte d'une façon très sale. Et puis finalement, j'ai quand même fini sur mon année olympique en 2021, parce qu'à cause du Covid, c'était repoussé d'un an, les Jeux olympiques. Et quand j'allais annoncer ma retraite, à cause de tout ça, ça a intéressé la Fédération française de handisport, qui, elle, est venue me chercher pour que je puisse accompagner un malvoyant et apporter toute mon expérience à ce malvoyant-là et apporter aussi du professionnalisme au sein de la fédération handisport qui manquait de professionnalisme et de savoir-faire avec mettre en place des stages, avoir des personnes référentes, un kiné, des mécaniciens à temps plein. Donc j'ai mis ça en place avec la fédération, elle a mis la moyen, donc c'était très gratifiant, aussi bien pour Hmm. moi et puis je pense pour la Fédération française de handisport. Et puis on a été décroché une très belle médaille de bronze avec mon collègue. On était en tandem, hein, en tandem. Donc moi j'étais pilote, on appelait ça un pilote, donc j'étais devant et puis on était chercher une médaille de bronze aux Jeux de Tokyo. On pouvait pas faire mieux parce que les deux premières équipes c'était des équipes anglaises et elles ont un budget colossal et elles s'entraînent, elles ont un vrai pôle Hmm. le handisport chez eux a un vrai pôle. Moi, avec mon collègue, je m'entraînais de temps en temps avec lui. C'était pas au Hmm. quotidien, je m'entraînais tous les jours, mais de temps en temps, on se donnait rendez-vous sur la piste. Donc c'était encore un peu trop de l'amateurisme par rapport aux Anglais qui, eux, ont des millions, ont un vrai pôle handisport. Ils s'entraînent tous les jours ensemble. Donc, et puis depuis de nombreuses années, donc on n'a pas pu Hmm. rivaliser. Oui, Mais en mais tout cas, alors cette médaille de bronze, elle est d'autant plus magnifique que oui. là Ah encore, bah, on retrouve finalement ce qui était l'ADN au départ de ta carrière, de se dire bah, finalement sur piste, j'avais pas beaucoup d'entraînement, mais tout de suite en compétition, j'arrivais au même niveau, voire devant des gens qui s'entraînaient tous les jours depuis des années. oui, voilà. Et puis cette médaille de bronze, avec les quatrièmes, on est à quelques centièmes de seconde. Je crois que c'est 8 centièmes. Donc 8 centièmes, ça représente que quelques centimètres sur une distance d'1 kilomètre. Hmm. Donc très très fier, très très fier. Et je suis vraiment fier d'avoir partagé ça avec la FFH. Et c'est un Euh, partage de valeurs en plus. C'est ce que mais oui, j'entends ouais, c'était, ouais, au-delà de la réussite de la médaille qui est la cerise sur le gâteau. C'est vraiment là où tu t'es retrouvé, c'était valorisé, reconnu aussi dans voilà, c'est exact, l'expertise et le voilà. parcours qui a été le tien, que tu pouvais apporter, mettre à contribution. Et du coup, ça a été la cerise sur le gâteau de pouvoir décrocher cette très belle médaille de bronze aux Jeux paralympiques. Oui, c'était la cerise sur le gâteau parce que j'ai fini ma carrière sur une médaille olympique. Génial. Médaille paralympique à Ouais. Tokyo, le pays, le Japon, où j'ai vécu 4 à 5 mois tous les ans pendant 6 ans au Japon. J'allais faire des tournées de keirin là-bas. Donc j'ai été immergé dans le fin fond du Japon, seul au monde. Donc ça m'a beaucoup aidé ça aussi à progresser. Et donc, Donc, c'est une dernière médaille qui a beaucoup de sens, c'est ce que ah j'entends, oui, et qui, du coup, permet humainement, de finir sur une note positive, enthousiasmante et de reconnaissance, et non pas sur un goût amer que, comme aurait pu te bah oui, laisser, finalement, si tout s'était arrêté quelques mois avant, finalement. oui, clairement, ça aurait été pas Ouais. beau de finir comme Oui. ça. J'ai réussi à sortir, on va dire, par la grande porte. C'est pas donné à tout le monde. Par la Euh, grande j'ai- porte et la tête haute, et dans le oui, partage c'est et ça. la C'est humainement, contribution. c'était vraiment génial. Génial. J'ai vraiment adoré. Donc à ce moment-là, voilà, tu mets un terme à ta carrière, tu prends, comme on dit, ta retraite d'athlète, de sportif de haut niveau. Et donc là, tu vas prendre un nouveau virage puisque tu vas te reconvertir, tu vas faire une deuxième vie professionnelle. Donc tu as notamment repris du travail dans la plantation de bambou qui a été créée par ton papa, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu as aussi une activité de consultant sportif à la télé pour des événements autour du cyclisme de piste. Tu es aussi conférencier en entreprise où tu partages, bien sûr, à travers ton parcours, tes valeurs autour de la confiance en soi, du dépassement de soi, etc. Et puis, tu restes quand même absolument investi dans la pratique sportive puisque tu t'accompagnes notamment dans le cadre du team building des personnes qui ont envie
de faire un pont entre comment je m'engage au quotidien dans mes projets, dans mes activités, dans mon entreprise, avec une pratique autour du cyclisme de piste. Et tu restes très engagé aussi dans la pratique sportive et le challenge sportif, puisque très récemment, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, tu as choisi de relever un défi absolument fou qui t'a emmené jusqu'aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Volontiers. Alors, c'est vrai que c'est un défi complètement fou. C'est un défi que j'ai failli relever récemment, au mois de septembre. Donc, c'est quoi ce défi-là? C'est tout simplement d'essayer de battre le record du monde de vitesse en vélo couché caréné. Donc, c'est quoi un vélo couché caréné? C'est tout simplement un vélo qui est plus ou moins allongé. On est assis sur une planche en bois. Le dos est plaqué sur une planche en bois ou en plastique ou en carbone. Et on a vraiment les pieds devant. On est quasiment en position allongée. Et caréné, tout simplement avec une coque en carbone qui m'englobe. Et en gros, je ressemble à une amande géante. Donc, ça prend absolument pas le vent. Je prends autant le vent qu'un rétroviseur de voiture. Donc, puisque sur un vélo traditionnel, je peux atteindre 50-60 km/h, puisque là, je suis allongé, que je prends beaucoup moins le vent, avec ma puissance, on est capable d'atteindre des grandes vitesses. Pour l'instant, le record du monde, c'est 144 km/h. Sur du plat, hein. Sur du plat, pas aspiré par une voiture, juste à la seule force de l'homme dans ce vélo couché caréné. Et donc là, j'ai été faire dans le désert du Nevada, sur une grande ligne droite de 10 km de long. J'ai été tenter ma chance. Et donc, c'était super bien parti parce que j'avais fait mon premier run, on appelle ça des runs. J'ai fait 136 km/h à 8 h le matin. C'était très tôt parce qu'en fait, c'est soit le matin, soit le soir. Parce qu'en journée, il y a trop de vent. Le matin, il faisait très froid. Il y avait un peu trop de vent. Mais j'ai quand même fait 136 km/h en loupant la gestion de mon effort parce que mais je ne peux pas m'entraîner ici comme ce qui se passe là-bas, en fait. Donc, j'apprends sur le tas, je m'entraîne sur un vélo couché au quotidien ici, en France, mais quand je ne peux pas avoir 10 km de ligne droite fermée et sécurisée, c'est-à-dire sans arbres, sans poteaux, sans fossé. Là-bas, je suis Et vraiment sans dans le désert. pente. Et Sans pente. sans pente. Donc, en fait, j'apprends sur le tas. Et mon premier run, je suis parti trop doucement et j'ai quand même fait 136. Donc, on était persuadé que j'allais battre le record du monde. Ensuite, il a plu pendant 4 jours. Donc, les températures ont beaucoup trop chuté. Le matin, quand je m'échauffais dans un camion. Il faisait 6 degrés dans une benne de camion fermée. Et le soir, on avait 20-21 degrés. Alors qu'on devait atteindre normalement 30 degrés. La journée fait 40, parce qu'on est en plein désert. Hein. La journée fait 40-42. Et le soir, dès que le soleil est passé derrière les montagnes, c'est là où il faut passer, c'est là où il y a le moins de vent. Il fait 30 degrés. Et là, les conditions sont optimales. Et en fait, on n'a jamais eu cette année ces conditions-là. Et en plus de ça, manque de bol, sur une tentative, j'éclate mon pneu. Donc, je roulais à 130 km/h, j'éclate mon pneu. Et là, je me couche sur le côté, je glisse, je fais la toupie. Hein, avec cette vitesse-là, je commence à faire la toupie. Et le vélo glisse dans le bas-côté. Et là, dans le bas-côté, le vélo se plante dans la terre. Et là, je fais une chandelle, puis après, je fais des tonneaux. Donc, c'est là où j'ai complètement éclaté le vélo. Et moi aussi, je me suis un petit peu blessé puisque je me suis fracturé une vertèbre cervicale. J'ai eu du sang, une petite hémorragie pulmonaire, donc j'ai eu du sang dans les poumons. Je crachais du sang à la sortie de ma chute. Et puis, le vélo éclaté. Étant donné que le vélo, ils ont mis 13 ans à l'améliorer, à la construire, parce que je fais ça avec l'université d'Annecy. C'est des futurs ingénieurs en génie mécanique, en aéro, en composite. Donc, chaque année, c'est un travail d'études, C'est un projet, oui, un démené. projet d'études pour 10 étudiants. Donc, tous les ans, il y a 10 nouveaux étudiants qui sont triés sur le volet, ils prennent les meilleurs et qui travaillent toute l'année sur le vélo pour améliorer, parce que c'est de la technique, hein, beaucoup de technique et c'est un boulot de dingue. Et donc, le vélo, j'ai éclaté, donc on ne pouvait pas repartir. Donc malheureusement, ça s'est terminé sur une vitesse max de 136 quelques jours avant la chute. Mais là, l'université a accepté de remettre les moyens parce que ça coûte extrêmement cher. Il y a plus de 150 000 euros de développement dans le vélo ces 10 dernières années.
Et le voyage en lui-même, ça coûte quasiment plus de 80 000 euros parce que j'ai une équipe de 10 personnes avec moi qui voyagent, 10 étudiants qui sont soit passés, soit c'est dans leurs années d'études, soit ils sont passés ingénieurs en arts et métiers, en génie mécanique, ou là j'ai un des ingénieurs qui construit les coques en carbone des bateaux de course qui font la route du Rhum, par exemple. Donc lui, c'est le spécialiste des composites carbone, fibre de verre, tout ça, quoi. Donc on est 10, ça coûte les yeux de la tête. Donc, cette année, ça devait être la dernière année. Mm. Ça devait être la dernière année que ce projet-là devait avoir lieu parce que le vélo était optimisé au max. On ne pouvait plus optimiser le vélo. Mais finalement, les étudiants ne pouvaient plus, ça ne pouvait plus être un projet d'études pour eux. Donc, l'université d'Annecy a dit, OK, pour la dernière fois, en plus, bon, il y a François, on a des grandes chances de battre le record du monde avec sa force. Donc, le vélo est bien. Donc, allez, c'est la dernière année qu'on met les moyens. Mm. Finalement, bon, voilà, il y a la chute et tout. On était tellement proche du but que l'université, ils ont réfléchi, ils se sont concertés, ils ont dit, allez, on ne peut pas finir sur un échec comme ça, on va remettre les moyens, on va refaire le vélo, parce qu'il y a des parties, la mécanique à l'intérieur, elle n'est pas cassée, c'est surtout le carénage qui est beaucoup abîmé. Mm. Donc, le carénage était tellement petit que moi, j'étais dedans serré comme dans une boîte à sardines. Mm. J'ai un masque de pilote d'avion de chasse avec un tuyau qui va chercher l'air extérieur. J'ai une petite caméra qui filme l'extérieur avec moi des écrans de contrôle à l'intérieur pour me véhiculer. Parce qu'en fait, j'ai pas de pare-brise. Parce qu'un pare-brise, par exemple, ça prend beaucoup trop le vent. Alors qu'une petite caméra, ça prend quasiment pas le vent. Donc, Mm. c'est très high-tech, hein. Donc, tout ça, on est reparti pour améliorer encore plus. On a une option supplémentaire pour améliorer encore plus tout ça, pour faire un vélo encore plus léger. Donc là, c'est la course contre la montre. Mais on est reparti pour vraiment une dernière année. Et Mm. on espère, moi de mon côté, il faut que je trouve des partenaires parce que je m'entraîne tous les jours. Je continue finalement à être comme un sportif de haut niveau. Je m'entraîne tous les jours, j'optimise ma performance, ma récup. Et donc, il faut que je trouve des partenaires pour payer mes frais de saison et puis pour me payer moi aussi parce qu'il faut bien que je gagne ma vie. Mm. Bien sûr. Donc, c'est un super projet qui est vraiment atypique pour moi, qui me sort totalement de ma zone de confort, de ma zone de la piste. Je mets en émulation tout mon savoir-faire avec les ingénieurs et avec le prof qui gère ce projet depuis 13 ans maintenant, parce qu'ils ils ont commencé en 2009. Oui. Donc, Donc, c'est génial. ouais, C'est un et projet qui est génial. je sens combien tu es heureux de faire partie d'un projet comme ça qui a beaucoup de sens, où les membres de l'équipe sont très engagés et que c'est un projet comme ça où il y a un relais qui est pris aussi d'année en année par les membres d'une équipe d'une université et combien toi tu es heureux de faire partie de ça. En même temps, tu as partagé avec beaucoup de pudeur, je crois que voilà, t'as quand même, il y a eu certes les dommages sur le vélo caréné et que ça représentait beaucoup d'investissements et que c'est génial que l'université remette voilà, de l'argent dans le projet. Mais toi, tu as aussi été blessé et pour parler clairement, tu as frôlé la tétraplégie quand même, hein, Oui, on oui, est clair. ouais, c'est Donc, du coup, qu'est-ce qui fait aussi que toi, tu te dis, en fait, il y a eu tous les choix, vous vous êtes préparé. On sait que dans la vie, on se prépare et il peut y avoir les cailloux sur le chemin qui font que la voiture, elle est déroutée et que les choses ne se passent pas comme prévu. J'imagine que c'est pas quand même une petite affaire de se retrouver comme ça, à voler en l'air et d'atterrir en ayant ces pépins de santé. C'est plus que des pépins, mais bon. Qu'est-ce qui fait que tu retrouves l'élan et l'énergie et l'envie de te dire, bon, là, ça a été chaud, mais j'ai envie de retenter le coup et c'est parti. Il y a du doute, il y a quoi? C'est l'envie qui est plus forte que le doute. Et qu'est-ce qui se passe pour toi dans ces moments-là? moi, je suis un jusqu'en boutiste. C'est-à-dire, je vais vraiment jusqu'au fond des choses. Je ne veux pas faire les choses qu'à moitié. Euh, et là, on était vraiment tellement proche du but. Parce que, en fait, moi, quand j'ai fait mon tout premier run, déjà en qualification, j'ai battu le record du monde sur une courte distance. Donc, finalement, sur courte distance, jamais personne n'était aussi vite. Ensuite, sur mon premier run, parce que la courte distance, c'est 4 km. Sur mon premier run, sur les 10 km, là, sur donc, le run officiel, je fais 136 km/h. Dès mon premier run, un matin, mauvaise condition climatique, comme je l'expliquais.
Et jamais personne, jamais aucun coureur n'était aussi vite dès son premier run. Ensuite, comme j'ai expliqué, il y a eu la pluie et il y a eu la chute. Mais finalement, je n'ai pas pu exploiter concrètement toute la puissance homme-machine. Donc, on n'a pas vraiment eu cette chance d'exploiter tout le potentiel de notre projet, parce qu'on est vraiment aux portes, Du aux portes record. du record. On touche vraiment ça du bout des doigts. C'était extrêmement rageant. Et c'est ça, en fait, qui me motive à me dire, mais on va y arriver, quoi. C'est obligé, on y est, quoi. On y est tout proche. Et pour rigoler, le lendemain, parce que j'étais à l'hôpital, hein, j'ai été quand même sévèrement touché au cervical. Donc, j'ai passé un peu de temps à l'hôpital. Et en sortant, quand j'ai été revoir mes collègues, bon, bah, tout le monde a déjà eu très, très peur que je devienne effectivement tétraplégique parce que j'ai tapé au niveau des cervicales dans mes tonneaux. Ma tête a dépassé, dans les tonneaux, ma tête a tapé par terre. Donc, à quelques millimètres près, bah, c'était la moelle épinière et puis c'était terminé. Donc, pour rigoler, je dis, écoutez, les mecs, en fait, parce que le carénage était tellement petit que moi, j'étais vraiment très, très serré dedans. Et j'ai beaucoup de frottements. J'ai les genoux qui touchent, j'ai les cuisses qui touchent, parce que j'ai des grosses cuisses de sprinter. J'ai le bout des pieds qui touche parce que je suis du 44 et que 44, c'est les pieds, ils touchent au bout et on ne pouvait pas modifier tout ça. Et en fait, pour modifier tout ça, il aurait fallu refaire un carénage. Vous me voyez venir. Donc, je leur ai dit, écoutez, j'avais la minière, hein, et j'ai dit, bon, écoutez, les mecs, en fait, j'ai fait exprès de tomber parce que je voulais, toute l'année, en fait, ça fait plus d'un an que je travaille avec eux, ça fait 3 ans que je travaille avec eux. Parce qu'avec le Covid, c'était toujours annulé. On a eu deux éditions annulées. Donc, ça fait très longtemps que je travaille avec eux. Je me rends de temps en temps à Annecy ou à Lyon faire des tests sur un autodrome, parce que c'est là où je peux pédaler assez vite, au moins à 100 km/h dans mon vélo couché caréné. Et donc, on est bridé parce que c'est trop petit et moi, je suis trop grand. Donc, en fait, c'est à moi de m'adapter à la machine. Mais en fait, ce serait bien aussi que ce soit la machine un petit peu. Et là, j'ai fait exprès de tomber. J'ai démoli le carénage parce que maintenant, comme ça, on n'a plus de choix que de le refaire à ma taille. Donc voilà, c'était un petit peu pour Pour amener rigoler. une touche de légèreté Voilà, ouais, dans parce cet que épisode qui aurait pu être dramatique, mais qui, fort ouais, heureusement, s'est très bien terminé. Et puis, ça me fait penser que finalement, il y a cette expression, on dit il en reste sous la pédale. Là, c'est littéralement et au sens figuré. Dans les deux cas, tu sens qu'il y a encore ce potentiel, que vous n'êtes pas loin, que ce travail d'équipe et que cet engagement de chacun et du collectif, il mérite d'aller au bout de ce projet et que bah, ton côté challenger, il est toujours là, il est toujours actif et tu as envie de mettre toutes les chances de ton côté, de te dire pas de regret, on est allé au bout et on est à un cheveu de battre un nouveau record potentiellement. C'est ça? ben oui, c'est ça, c'est absolument génial parce que j'ai vraiment 10 mecs autour de moi au quotidien. Quand on est là-bas, on part 15 jours et je les appelle les ingénieurs parce que bon, c'est le cas, mais chaque ingénieur ont vraiment leur spécificité. Il y en a un, il est, comme j'ai dit, il est ingénieur dans le composite. L'autre, il est ingénieur dans l'aérodynamisme. L'autre, il est ingénieur, son boulot, c'est que simplement de voir les caméras et les écrans. Il s'occupe de rien d'autre. Donc, c'est génial d'avoir une équipe comme ça autour de soi qui a vraiment ses propres tâches. Et après, bon, ils s'entraident entre eux. Ça, c'est top. Mais quand tu sens toute l'effervescence et qu'ils te regardent et que tu vois dans leurs yeux, on a bossé comme des chiens, on sait que toi aussi, tu t'es entraîné comme un malade pour ça, on y est là, on y est, c'est maintenant tout de suite. Tu sens Mmh. l'atmosphère, tu sens le stress qui est palpable au départ, tu sens les mecs stressés. Et moi, je suis sportif de niveau, ça fait 20 ans que je sais dominer et que j'ai appris à gérer mes émotions et le stress. Eux, pas trop. Et c'est ça qui est bien parce qu'on sent ça et c'est génial. Et en fait, ils sont beaucoup plus jeunes. Hein. Ils ont, je sais pas, entre 20 et 27 ans peut-être. Donc, c'est totalement nouveau pour moi. Et c'est génial. Moi, j'adore. Oui. Et puis, faire ça comme ça en plein milieu du désert, on est au milieu de nulle part. Et on a fait 10 heures de voiture. À droite, à gauche, c'était que du désert. Et on a fait 10 Mmh. heures de bagnole. Et on s'est arrêté dans un petit village au milieu de nulle part. Et c'est complètement atypique. Et puis, quand on voit le vélo caréné et qu'on se dit que je vais peut-être faire 140 km/h là-dedans, juste à la surface de l'homme et sur du plat, parce qu'en Mmh. descente, ce serait trop facile.
Ouais. C'est complètement dingue. Donc, c'est toute cette émulation, ce défi, cette aventure humaine. C'est avant tout une aventure humaine et c'est génial. Parce que Ouais. on prend l'avion, on sent l'excitation, on prend l'avion, on se donne rendez-vous à l'aéroport, après on est dans l'avion, on descend, après on a 10 heures de voiture et on est dans un lieu totalement inédit pour nous, qui nous sort totalement de notre zone de confort. Et puis avec les éléments quand il fait 42 degrés la journée, on reste vraiment planqué dans notre chambre, où on se lève très tôt le matin pour aller faire ça au lever du soleil ou au coucher du soleil le soir. Tout ça fait que c'est une ambiance très 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 spéciale et on a tous envie de revivre ça une dernière fois et vraiment finir ce défi, ce projet qui dure depuis 13 ans maintenant par ce record du monde parce que tout le monde le mérite, parce qu'il y a 140 élèves, 140 étudiants qui ont bossé là-dessus et le prof aussi qui a mis même parfois sa vie de famille de côté pour aller tenter de battre ce record-là. Donc, Hmm. moi, j'ai cette grosse charge sur les épaules, mais moi, j'adore ça. Et Ouais. c'est ce qui Oui, me en donne fait, l'énergie. ce que j'entends, c'est qu'il y a un côté un peu apothéose avec ce projet où c'est à la fois, tu peux à nouveau avoir une opportunité de faire sortir tout un groupe par la grande porte, comme tout à l'heure avec la fin de ta carrière professionnelle, d'emmener dans un projet où il y a des valeurs humaines qui sont fortes, où il y a la victoire d'un collectif qui repose sur un engagement fort de chaque individu, où chacun amène son expertise, amène son regard, amène son engagement et que toi, tu perçois combien il y a un potentiel incroyable et qu'on est à un cheveu et que tu portes et que tu as envie d'amener. Voilà, c'est un peu comme dans cette course dans les Jeux paralympiques où tu étais devant et en même temps, il y a tout le monde avec toi derrière et c'est parti. On y croit. Là, c'est une aventure où il y a eu un caillou littéralement sur le chemin qui a dévié une première fois la voiture, mais tu sens que ça mérite d'y retourner. Tout le monde se remobilise. Et puis, écoute, moi, je souhaite le meilleur à toute l'équipe et à toi, bien sûr, dans cette voiture avec ce nouveau carénage sur mesure. Je te souhaite beaucoup de plaisir sur le chemin, une grande victoire, j'espère, au bout du chemin. Et puis, on restera connectés pour savoir comment les choses se sont passées. Avec grand plaisir, merci. Merci beaucoup, François, pour le partage de ton parcours, de tes expériences. Et puis, je te souhaite le meilleur pour la suite, vraiment. Merci bien. Un grand merci à François pour sa confiance et ses partages, et tout le meilleur pour la préparation de la nouvelle tentative de record du monde dans le désert du Nevada, prévue pour septembre 2023. Pour en savoir plus sur l'actualité et les aventures de François, direction les réseaux sociaux, vous le trouverez sur LinkedIn, Twitter ou encore Facebook. Alors, que vous a inspiré cette conversation ? Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation ? Comment allez-vous vous en imprégner ? Et quel est le premier petit pas que vous choisissez de planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici ? N'hésitez pas à me partager les idées, les déclics ou les questions que cette conversation aura fait émerger. Je suis toujours curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent pour vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Retrouvez tous les épisodes du podcast sur mon site orianesavoureluca.com. Et si cet épisode vous a plu, faites-le savoir avec une constellation d'étoiles, un commentaire sur la plateforme de podcast de votre choix ou sur mon site ou encore via un partage sur les réseaux sociaux. Vos étoiles, vos commentaires en ligne et votre bouche à oreille, voilà bien le soutien le plus précieux que vous pouvez apporter à ce projet pour contribuer à le faire rayonner plus largement. Si vous souhaitez m'engager comme coach pour que je vous accompagne à raviver votre enthousiasme et votre énergie créative pour déployer plus grand vos projets singuliers, direction mon site pour prendre rendez-vous pour une conversation offerte et sans engagement. J'évaluerai si un coaching est pertinent pour vous et si et comment nous aimerions travailler ensemble. Je vous souhaite une savoureuse et lumineuse semaine et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, qu'allez-vous choisir ?